Bonjour, je me présente, Nathalie Mémoire, directrice du Muséum de Bordeaux. J'enlève mon masque puisque nous allons faire une visite privée. C'est triste, c'est étrange, un musée vide. Alors que nous venions juste de réouvrir il y a à peine un an, 31 mars 2019, refermé le 13 mars. Mais pendant ce presque un an, vous avez été plus de 240 000 à venir découvrir le Muséum de Bordeaux. Et vraiment, ça nous a fait chaud au cœur. Nous étions fermés depuis 10 ans pour rénovation et nous vous attendions avec impatience. Alors aujourd'hui, on va faire cette visite privée et nous espérons très vite vous revoir au muséum en vrai. Nous allons découvrir d'abord l'architecture du bâtiment. Le muséum occupe, depuis le milieu du 19e siècle, ce très bel hôtel particulier construit au 18e, 1780. C'est Pierre-Nicolas de Villeferme qui fait édifier l'hôtel pour y installer 2 appartements pour lui-même et son beau-père. Il obtient de construire en lisière du jardin public parce qu'il s'adjoint les services de Richard-François Bonfin, qui est l'architecte de la ville. À l'époque, le bâtiment n'a pas donc d'ouverture sur le jardin et il doit avoir des fenêtres munies de barreaux. L'entrée se fait par la place Bardino. Je vous invite à y aller. Et donc, à l'époque, on pénètre dans le bâtiment par cette grande porte cochère qui ouvre sur une cour intérieure qui permet l'accès aux 2 appartements. En 1857, la ville va se porter acquéreur de l'hôtel de Villeferme. Le projet est de réaliser dans cet espace un ensemble consacré aux sciences de la nature, avec donc un muséum, de grandes serres qui sont construites sur ce qui en reste aujourd'hui, ce bâtiment en pierre qui abrite le pavillon administratif du muséum. Les serres elles-mêmes ont été démolies en 1930. Et puis un parc d'agrément avec la transformation du jardin à la française en un parc à l'anglaise avec ses allées de promenade et ses grandes pelouses. Et donc maintenant, nous allons rentrer pour la visite proprement dite. Nous sommes accueillis par Miss Fanny, l'éléphante d'Asie du Muséum de Bordeaux, qui accueille le public depuis 138 ans. On vient de fêter son dernier anniversaire le 13 mai. Elle est ici intégrée à la thématique étonnante diversité et à la séquence de la diversité des tailles, un grand mammifère et un tout petit avec cette musaraigne. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à jeter un coup d'œil au musée des tout-petits. Le musée des tout-petits est un musée dans le musée destiné aux enfants de moins de 6 ans. Et l'exposition qui leur est proposée a pour thème tous les bébés. Tous les bébés humains, les bébés animaux, qui sont évidemment un sujet qui les intéresse et qui les concerne tout particulièrement. Quelques-unes de ces thématiques. Où sont les bébés avant la naissance? Dans un œuf, c'est le cas pour l'autruche ou pour ce rouge-gorge, ou dans le ventre de la maman, c'est le cas pour l'écureuil, ou pour les humains, comme on peut le voir ici. D'autres thématiques sont abordées, comme les nids, les terriers, où on va élever les petits, où ils vont naître. Un peu plus loin, il y aura la thématique de la croissance. Nous allons maintenant repartir et découvrir une autre particularité du muséum qui nous a permis de rester en contact avec notre public pendant les 10 ans de fermeture. Je vous invite à rencontrer Céline Garot, responsable du pôle éducatif, qui va vous parler donc du muséum chez vous, qui se trouve aujourd'hui chez nous au musée. Merci Nathalie. Oui, effectivement, depuis 2009, le Muséum de Bordeaux a mis en place un dispositif itinérant intitulé le Muséum chez vous. Alors, le Muséum chez vous
Ce sont plus de 25 thématiques à destination de publics très divers, qui peuvent être les établissements scolaires, les centres d'animation, les médiathèques, mais aussi les structures d'accueil pour personnes âgées ou encore les résidences gérées par des bailleurs sociaux. Donc, nos médiateurs ont à disposition un véhicule et un triporteur qui lui permettent de se déplacer facilement dans les rues de Bordeaux, mais aussi pour parcourir les routes de notre département. Alors, comment se passe une séance? Elle se passe généralement en 2 temps. Nous avons une première partie avec les spécimens du Muséum de Bordeaux, sélectionnés avec soin parmi nos collections, puis une seconde partie avec des outils pédagogiques spécialement créés et qui réinvestissent toutes les notions qui ont été vues dans la première partie. Alors, ce lien avec nos publics est particulièrement important pendant des périodes de fermeture. Le muséum, donc, a perduré avec ses actions hors les murs pendant plus de 10 ans auprès de tous nos publics grâce à ce dispositif itinérant, le muséum chez vous. Et pendant le confinement, nous avons proposé, toute l'équipe, des petites vidéos, des séquences courtes présentant les métiers du muséum, mais aussi des spécimens que le public pourra découvrir au sein du muséum. Et mon collègue médiateur Muséum chez vous et moi-même avons proposé quelques séquences issues de ce que l'on propose en itinérance pour nos différents publics. Merci beaucoup Céline. Merci Nathalie. Et nous allons poursuivre la visite avec le parcours permanent. Étonnante diversité des tailles, par exemple, la diversité des squelettes externes, coquilles, carapaces ou squelettes internes avec un certain nombre de vertébrés. Ces dispositifs permettant de développer au maximum les tailles et les mouvements. Et à chaque fois, un grand et un petit à l'intérieur d'un même groupe. Nous gagnons la suite du parcours avec la diversité des milieux. Et nous traversons la diversité des milieux aquatiques. Milieu d'eau douce sur cette façade, milieu marin de l'autre côté. Avec quelques espèces, comme ici le dauphin commun, ce banc de maquereau par exemple. Et nous allons monter vers la diversité des milieux terrestres. Ici, milieu terrestre avec un échantillonnage d'espèces. J'attire votre attention sur ce loup naturalisé ou aussi sur ce daim. Ils font partie des presque 20% de nouvelles collections qui ont été acquises ou réalisées pour la rénovation de l'établissement. À ce niveau, nous allons pouvoir jeter juste un coup d'œil à un ensemble d'expositions dites semi-permanentes que nous espérons renouveler sur un rythme de 4 à 5 ans. Et nous allons y rencontrer l'une de mes collaboratrices. Dans l'exposition Littoral Aquitain, nous rencontrons Marthe Spielmann, qui est médiatrice scientifique, qui fait partie de l'équipe donc des 10 médiateurs qui accueillent le public dans chacune des expositions permanentes ou temporaires et qui est équipée d'un matériel particulier, elle aussi. Marthe, je te donne la parole. Bienvenue au muséum. Donc ici, vous êtes en présence du chariot pédagogique qui permet donc à toute l'équipe de médiateurs de présenter des spécimens en dehors des vitrines. C'est un avantage puisque ça nous permet de les voir de beaucoup plus près et parfois même de pouvoir les toucher. Dans certains cas, ici par exemple, on présente les huîtres spécificités du bassin d'Arcachon sur lesquelles vous pouvez deviner parfois en touchant la forme des perles qui se forment au fond grâce à la nacre. On retrouve également un œuf de raie que vous pouvez retrouver sur les plages parfois ou encore ici des très belles ailes du goéland. Ce dispositif est donc unique au Muséum de Bordeaux et ce sont des constructions qui ont été faites, réalisées par notre menuisier ici au Muséum. Donc vraiment une particularité du musée. Merci. Merci Marthe. Alors un petit mot sur le parcours permanent. Il s'intitule « La nature vue par les hommes », vue par
les hommes au cours du temps, vus par les hommes et les femmes et les enfants d'aujourd'hui, vus par les chercheurs qui ont contribué à leur constitution, vus par les collectionneurs, vus par les scientifiques des différentes époques, vus par nous tous aujourd'hui. Donc on a commencé par l'étonnante diversité de la nature, les grands, les petits, la diversité des couleurs, la diversité des tailles, la diversité des milieux où nous venons d'y passer, et nous allons poursuivre au deuxième étage avec la diversité du milieu aérien, et puis nous allons parler de la diversité géographique, la première thématique de la galerie Souverbi, cette galerie aménagée au XIXe siècle qui a été entièrement rénovée, restaurée et repensée. Alors avant de rentrer dans le détail des thématiques, un mot de ce spécimen assez impressionnant qui est le squelette de la baleine, un rorqual commun qui a été récupéré en 1879 au large de l'île de Groix. Le squelette a été acheté 2 ans plus tard par le Muséum de Bordeaux. Il s'agissait d'une femelle gravide de 20 mètres 80 de long, et le fœtus qu'elle portait, lui, a été acquis par le Muséum national à Paris. Alors le squelette a été préparé et présenté, on disait à l'époque en panoplie, c'est-à-dire que c'était en pièces détachées en fait au rez-de-chaussée du musée. Les côtes étaient présentées comme un éventail accroché au mur, et les vertèbres formaient 4 piliers, et donc personne ne comprenait de quel animal il s'agissait. Pour la rénovation du musée, nous avons démonté ce squelette, nous l'avons fait restaurer et remonter en connexion anatomique, comme on dit, c'est-à-dire que là, on voit l'animal, en tout cas sa structure, telle qu'il pouvait se présenter, et donc il est suspendu ici au plafond, comme s'il nageait en fait, au-dessus des visiteurs. Première thématique, j'ai dit diversité géographique, nous l'avons intitulée « Découvrir le monde ». Pourquoi découvrir le monde? Eh bien parce que nos collections à Bordeaux, comme dans beaucoup de musées, mais particulièrement ici, eh bien, regroupent des spécimens qui viennent du monde entier. Et ceci est lié au fait que le port de Bordeaux est un port au cœur du négoce avec les colonies. Et donc, de nombreux spécimens ont été rapportés à Bordeaux par des capitaines de vaisseaux, par des chirurgiens de marine, grâce aux commandes de divers armateurs. Et donc, la diversité du vivant en Occident était au départ connue par quelques milliers d'espèces, peut-être 4000, 5000 espèces européennes, et elles se sont évidemment multipliées avec ces découvertes autour du monde. Alors on commence par la faune européenne avec cette vitrine, et chacune de ces thématiques géographiques sont soulignées par les spécimens qui vont renvoyer aux vitrines. Donc face à l'Europe, eh bien par exemple ce sanglier. Qu'est-ce qui lui arrive au sanglier? Les personnes qui ont visité le musée avant la fermeture, avant le confinement, ne l'ont pas vu dans cet état. Et là, c'est l'équipe technique qui est en train de préparer la réouverture et qui donc encloisonné, il n'a pas de masque, mais ça reviendrait un peu au même pour lui. Ce spécimen était touché par les visiteurs, même si on demandait de ne pas le faire. Mais là, ce serait vraiment dangereux. On ne peut pas le nettoyer au gel hydroalcoolique, et donc il est complètement protégé. On est en train de terminer cette installation. La diversité du monde, donc avec la faune africaine, un zoom sur la faune de Madagascar, avec toutes ces espèces endémiques et en particulier les différentes espèces de lémuriens. La faune de l'Asie, avec là aussi quelques exemples d'espèces, et puis on peut toujours en découvrir davantage. On va solliciter le visiteur qui va pouvoir ouvrir ces tiroirs où l'on va trouver les faunes marines des mers et océans qui baignent ces continents.
Je vous invite à regarder 2 spécimens parmi d'autres. Cette éponge siliceuse, le plectel, on dirait de la dentelle, ou ce crabe araignée géant du Japon. Le nôtre est petit, mais l'espèce peut atteindre 3,50 m d'envergure. Il y en a un très très grand, par exemple, au musée zoologique de Strasbourg. Nous poursuivons avec la faune d'Amérique. Et voilà ici, pour la faune d'Amérique latine, par exemple, ce tapir. Par exemple, l'ours noir pour l'Amérique du Nord. Et puis pas seulement des mammifères, également des mollusques ou des insectes, avec ici les merveilleuses couleurs de cette uranie, ou cet insecte très étrange qui est le fulgore, ou encore ce coléoptère comme le dynaste. On dirait qu'il a une corne de rhinocéros. Découvrir le monde, mais aussi découvrir le temps. Le temps représenté par cette vitrine, avec un échantillonnage des fossiles que l'on rencontre au cours des temps géologiques. Découvrir le temps parce que ces fossiles n'ont pas toujours été compris comme des vestiges d'espèces disparues, éventuellement ancêtres d'espèces actuelles. Ces fossiles étaient lus comme des curiosités de la nature. À titre d'exemple, cette dent de mégalodon, de requin géant, qu'on appelait glossopètre, c'est-à-dire langue de serpent. On imaginait que c'était une langue bifide comme ça, alors qu'il s'agit des racines de cette dent de requin. C'est un naturaliste, Fabio Colonna, un Italien, qui en disséquant un requin actuel a compris que ces objets étaient en fait des dents de requin. Autre objet de curiosité mal compris, cette défense de narval qui était interprétée comme une corne de licorne, animal fabuleux, alors qu'il s'agit d'une dent en fait de la défense d'un mammifère marin qui est le narval, c'est un animal cousin des dauphins qui vit dans les mers froides. Ici, une autre thématique. Collectionner, c'est choisir. Pourquoi cette thématique? Eh bien parce que lorsqu'on a fermé le musée, on me disait « mais vous n'allez plus tout montrer avec la rénovation ». Qu'est-ce que c'est tout? Ça n'est pas toute la nature. Un muséum d'histoire naturelle ne présente jamais tout. Il y a des espèces beaucoup trop grandes. On a une baleine, mais on ne pourrait pas en mettre davantage. Ou des choses très très petites qui sont peu spectaculaires ou même pas visibles. Donc il y a déjà un choix. Un autre choix est celui fait par les collectionneurs privés qui ont alimenté les collections, mais aussi par les centres d'intérêt des chercheurs et par les axes de recherche pour comprendre cette diversité du vivant. Donc les collections d'un musée, c'est une sorte d'association de tous ces objectifs et donc les collections vont retracer ces différents buts. Et puis on va parler aussi des différents types d'objets qu'il y a dans le musée. Les spécimens naturalisés, c'est ce qui est le plus emblématique des muséums, mais aussi eh bien, les squelettes montés, des crânes par exemple aussi, également des moulages ou des reconstitutions ou encore des maquettes très agrandies qui vont permettre aussi de voir ce que l'on ne verrait pas. Donc quand on nous demande est-ce que ce sont des vrais, certains spécimens sont effectivement des vrais, ou ce qu'il en reste, soit la peau tannée montée sur un mannequin, soit le squelette monté. Et nous allons passer à la partie qui occupe tout le fond de cette salle, qui est la classification du vivant. Alors on ne classe pas aujourd'hui comme on classait hier, et nous avons voulu montrer eh bien, que la classification est une construction intellectuelle, scientifique, qui s'est faite progressivement. Aujourd'hui, la classification du vivant prend comme critère exclusif les relations de parenté entre les espèces. Et donc, ces relations de parenté sont argumentées sur un certain nombre de critères qui peuvent être paléontologiques, anatomiques, physiologiques et aujourd'hui particulièrement moléculaires.
Des groupes comme les poissons ou les reptiles n'ont plus de validité scientifique aujourd'hui. N'empêche qu'on peut toujours parler de poissons chez les poissonniers, mais ce ne constitue plus un groupe ayant un ancêtre commun exclusif, unique. Je vais essayer d'être un peu plus claire avec cet exemple. Le crocodile, par exemple. Eh bien, le crocodile est plus proche cousin des oiseaux qu'il ne l'est des tortues, alors qu'on pensait autrefois regrouper dans un même groupe des reptiles, les crocodiles, les lézards, les serpents et les tortues. Eh bien non, en fait, les crocodiles sont les cousins des oiseaux avec qui ils forment le groupe des archosauriens, et les tortues ou chéloниens forment un groupe qui est plus éloigné du point de vue de la classification scientifique. Alors on va découvrir ici, à la faveur de ce mannequin, l'espèce humaine. Du point de vue biologique, elle est classée au sein des mammifères, parmi les primates, à l'intérieur des primates, au sein du groupe des singes. Oui, il n'y a pas l'homme et les singes. L'homme est un singe, très proche cousin du chimpanzé et du gorille. Donc ça, c'est l'aspect biologique. Évidemment, les humains, c'est aussi autre chose. Nous allons aller voir. On peut, au passage, découvrir les autres groupes de mammifères. Après avoir vu l'espèce humaine sous l'angle biologique, donc classée avec les autres espèces de primates, eh bien, voici l'humain sous l'angle de la culture. C'est pour ça qu'ici, il est habillé, il est à l'extérieur des vitrines et il les regarde. Il fait face aux vitrines, exploiter, préserver la nature. Il représente les humains qui ont agi sur la nature. 7 milliards d'hommes, un peu plus maintenant. D'humains qui l'ont transformé avec la domestication d'un certain nombre d'espèces, comme on le voit ici, et puis une action sur l'environnement ou une action directe qui fait que nombre d'espèces sont aujourd'hui menacées, voire éteintes. Parmi les menaces sur ces espèces, la modification du milieu et aussi les mouvements de différentes espèces qui font que la trachémie à tempe rouge, dite aussi tortue de Floride, qui est une espèce américaine, eh bien, qui a été introduite un peu partout dans le monde comme animal d'aquarium ou de compagnie, eh bien, concurrence aujourd'hui une espèce locale comme la cistude d'Europe. Le ragondin, qui est également un rongeur exotique américain, qui sape les berges et qui va concurrencer d'autres espèces européennes, par exemple. Les espèces extrêmement menacées du fait de la détérioration de leur habitat, mais aussi de la chasse directe et du trafic, comme ce chimpanzé ici, ou le licao que vous voyez là. Allant même jusqu'à l'extinction complète, comme c'est le cas pour cette espèce, le thylacine, ou tigre ou loup de Tasmanie, comme on voudra bien l'appeler. Le dernier spécimen qui était conservé dans un zoo en Australie est mort en 1936, à un moment où on ne savait pas vraiment si l'espèce était encore existante, représentée dans la nature, et elle est depuis 1982 considérée comme complètement éteinte. Ça veut dire qu'on ne verra de loup de Tasmanie que dans les musées d'histoire naturelle comme le nôtre. Un autre exemple, celui dont vous a parlé mon collègue Benoît Mélier, musée d'Angers, avec la perruche de Caroline que l'on conserve. Et on va terminer par l'ours polaire. L'ours polaire, si emblématique du réchauffement climatique, de la fusion de la banquise, de la destruction de son habitat, qui nous permet véritablement d'attirer l'attention, de sensibiliser à cette problématique environnementale qui est cruciale aujourd'hui pour la planète comme pour les humains. L'objectif au Muséum de Bordeaux, ça n'est pas de faire des injonctions, c'est véritablement
de faire prendre conscience, d'attirer l'attention, de provoquer peut-être l'échange et la discussion avec nos médiateurs scientifiques, mais aussi par le biais des réseaux sociaux. Bref, de vous inviter à la réflexion. Quelle nature voulez-vous? Quelle nature voulons-nous pour demain? Voilà, j'ai terminé cette visite. J'espère qu'elle vous aura intéressé et surtout donné envie de revenir au Muséum de Bordeaux dès que nous pourrons réouvrir très prochainement, je l'espère.